Bonjour à tous, alors aujourd'hui premier podcast concernant la culture juridique. Nous allons commencer par voir la Cour de cassation. Donc je vais d'abord faire une présentation pour les non-juristes et ceux qui ne connaissent pas le droit et ensuite on rentrera dans le vif du sujet pour les juristes, pour ceux qui passent les concours, etc. Alors la Cour de cassation, c'est quoi? Déjà, il faut savoir qu'en France, on a deux ordres de juridiction. Je m'explique. On a l'ordre judiciaire de droit commun et l'ordre administratif qu'on dit droit exorbitant du droit commun. C'est-à-dire que il est exorbitant, il sort du droit commun. C'est une particularité française. Dans d'autres pays, on n'a qu'un seul ordre et pas deux. On appelle ça la dualité. Donc on a un ordre judiciaire, un ordre administratif. L'ordre judiciaire va en principe, je vulgarise, mais s'occuper des litiges entre particuliers. Donc de particulier à particulier, par exemple, vous avez un problème avec votre voisin, droit privé, donc droit commun, ordre judiciaire. Vous vous faites frapper dans la rue, droit privé, droit commun, ordre judiciaire. Et l'ordre administratif, c'est à partir du moment, en général, là aussi je vulgarise, où il y a une personne publique. Le maire, un arrêté du maire que vous contestez, l'État, les administrations. Dans ces cas-là, si vous rencontrez un problème avec une personne publique, ce sera l'ordre administratif. Ou ça peut être également dans les marchés publics, dans le droit de l'environnement, le droit de l'urbanisme, là aussi, ça implique des personnes publiques, donc ordre administratif. Donc, imaginez un tableau à gauche, l'ordre judiciaire, à droite, l'ordre administratif. L'ordre judiciaire, c'est le droit commun, c'est la base. Et ensuite, on a voulu faire un droit, entre guillemets, exorbitant, entre guillemets, spécial, ordre administratif, pour avoir un ordre, comment dire, oui, fait uniquement pour l'administration, pour les personnes publiques. Je vulgarise, c'est pour vous compreniez, pour ceux qui ne sont pas en droit. Et donc, dans ces deux ordres, vous avez plusieurs degrés de juridiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un litige, par exemple, je reprends l'affaire du voisin. Vous avez un problème avec votre voisin, il empiète sur votre terrain. Vous allez d'abord saisir le tribunal. Ensuite, donc ça c'est le premier degré de juridiction. Si la décision qui est rendue par le tribunal ne vous convient pas, vous pouvez faire appel. Dans ce cas-là, vous allez devant la cour d'appel. Là, c'est le second degré de juridiction. Je dis bien second parce qu'il n'y en a pas de troisième. Et si ça ne va pas devant la cour d'appel, vous faites un pourvoi et vous allez devant la cour de cassation. Mais ce n'est pas un troisième degré de juridiction, c'est vraiment une juridiction spéciale, c'est la juridiction suprême, c'est celle qui est tout en haut, c'est la juridiction la plus puissante, je ne sais pas comment vous le dire pour si vous ne connaissez pas le droit pour que vous compreniez. Donc imaginez vraiment dans le tableau là, côté ordre judiciaire, donc tout en bas, tribunal. Si ça marche pas, flèche vers le haut, cour d'appel. Et si ça marche toujours pas, flèche vers le haut, cour de cassation. Sachant qu'il n'y en a qu'une. Dans l'ordre administratif, c'est pareil. Tout en bas, imaginons que vous contestez un arrêté du maire qui ne vous convient pas. Vous allez d'abord aller devant le tribunal administratif. Si ça ne marche pas, vous faites appel. Cour administrative d'appel, flèche au-dessus. Et si ça ne marche toujours pas, flèche au-dessus, Conseil d'État. Donc le Conseil d'État, c'est le pendant de la Cour de cassation dans l'ordre administratif. Donc c'est la juridiction suprême dans l'ordre administratif. Aujourd'hui, donc, nous allons voir la Cour de cassation, donc la juridiction suprême, celle qui est tout en haut dans l'ordre judiciaire. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y en a qu'une seule. Et ce n'est pas un troisième degré de juridiction, attention à ne pas faire cette erreur. Le premier degré de juridiction, comme je vous l'ai dit, c'est le tribunal judiciaire pour être plus précis, parce que maintenant les TGI et les TI, tribunaux de grande instance et tribunaux d'instance, ont fusionné pour donner les tribunaux judiciaires, comme ça c'est le plus simple. Donc tribunaux judiciaires, à savoir il y en a 164 en France aujourd'hui en tout cas. Ensuite au-dessus cour d'appel, 36 cours d'appel en France. Là, c'est le second degré de juridiction. Et cour de cassation, il n'y en a qu'une. Et donc, ce n'est pas un troisième degré de juridiction parce qu'elle ne juge pas en fait.
Le tribunal judiciaire et la cour d'appel jugent en fait. Donc ils vont regarder les faits de l'affaire et ensuite ils vont juger. Alors que la cour de cassation, elle statue en droit. Donc là aussi, je fais des raccourcis, je vulgarise, mais c'est pour que vous compreniez, si vous ne faites pas du droit, ce qu'est la cour de cassation. Donc, imaginons que votre affaire passe devant le tribunal judiciaire. Ils vont juger en fait. Vous n'êtes pas d'accord, vous faites appel. La cour d'appel juge en fait. Vous n'êtes pas d'accord, vous vous formez un pourvoi devant la cour de cassation. On appelle ça comme ça, former un pourvoi devant la cour de cassation. Elle ne va pas juger en fait, elle va statuer en droit. Pourquoi? Parce que la cour de cassation, en fait, elle a pour mission de contrôler l'exacte application du droit par les tribunaux et les cours d'appel pour garantir une interprétation uniforme de la loi. Ça, c'est important à savoir. Ensuite, bon, où est-ce qu'elle se situe? L'unique cour de cassation, je pense que vous l'aurez deviné, à Paris. Elle siège dans l'enceinte du palais de justice de Paris, plus précisément. Maintenant que vous avez compris, je l'espère, ce qu'est la Cour de cassation, nous allons voir ses membres et son organisation. Alors, je vais vous donner des petits chiffres, surtout pour ceux qui passent les concours, c'est important de les savoir. Il y a 550 personnes qui travaillent à la Cour de cassation aujourd'hui. Donc, je vais peut-être préciser quand est-ce que je fais le podcast. Donc, on est en avril 2021. 550 personnes travaillent à la Cour de cassation. C'est énorme, oui. Donc, on va voir qui. Alors, on va distinguer au sein de la Cour de cassation le siège du parquet. Alors là aussi, pour les non-juristes, je vous fais un bref récapitulatif pour que vous puissiez comprendre ce qu'est la différence entre le siège et le parquet de façon générale, parce que autrement, ailleurs que dans la Cour de cassation, on fait souvent cette distinction entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Donc c'est une notion à savoir. Le siège, en fait c'est facile à retenir. Le siège, pourquoi on dit le siège? Parce que c'est la magistrature assise, alors que le parquet, c'est la magistrature debout. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une cour ou un tribunal. Eh bien, les magistrats du siège, ce sont ceux qui sont assis, ce sont les juges. Ce sont des juges généralistes, ils sont assis dans les tribunaux, ils sont inamovibles, donc ils ont une indépendance renforcée et ils sont chargés de dire le droit en rendant des décisions de justice. Donc si vous allez dans un tribunal, par exemple, assister par exemple à une plaidoirie d'un avocat, il va s'adresser à par exemple un président et des magistrats assis. Là, il s'agit des magistrats du siège. Voilà pour le siège. Le parquet, qu'on appelle aussi ministère public, c'est la même chose, un parquet, ministère public, c'est la magistrature debout. Alors ici, ce ne sont pas des juges. Et donc, ce sont ces personnes, dans les tribunaux, qui se lèvent pour émettre des réquisitions au pénal, par exemple, ou pour déposer des mémoires. Et eux, ils ont pour fonction de requérir l'application de la loi. Sachant qu'on peut passer de l'un à l'autre. Vous pouvez par exemple être magistrat du siège, devenir ensuite magistrat du parquet. Et inversement, vous pouvez être au parquet et ensuite aller au siège. Voilà, donc différenciez bien le siège du parquet. Par exemple, si je vous dis le juge pour enfants, c'est quoi? Est-ce que c'est un magistrat du siège ou du parquet? C'est un magistrat du siège. Alors, pourquoi c'est un magistrat du siège? Parce que c'est un juge. C'est un juge. Il est assis dans les tribunaux. Si vous allez voir, je crois pas qu'on peut voir parce qu'en fait c'est pour les mineurs, mais ils sont assis quand on va les voir au tribunal et ils vont juger. Voilà, donc faites bien cette distinction siège-parquet, j'espère que j'ai été claire. Et donc cette distinction existe au sein de la Cour de cassation. Donc la Cour de cassation est divisée entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet général. Pour les magistrats du siège, on a ce qu'on appelle le premier président. Là aussi, je vous donne le nom pour ceux qui passent des concours. Chantal Arens, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est A-R-E-N-S. Chantal Arens, qui est aujourd'hui, en avril 2021, la première présidente du siège, donc des magistrats du siège. Ensuite,
il y a 6 présidents de chambre parce que, ça aussi je vais vous l'expliquer, mais il y a 6 chambres au sein de la Cour de cassation. Ensuite, on a les conseillers et ensuite, on a les conseillers référendaires. Ça, c'est pour le siège. Pour le parquet général de la Cour de cassation, on a le procureur général. Là aussi, je vous donne le nom pour les concours et ça peut vous servir. C'est François Molins. Là, c'est pareil, je ne sais pas si on prononce le S, hein. M-O-L-I-N-S. Ensuite, on a 6 premiers avocats généraux qui secondent du coup le procureur général François Molins. Ensuite, on a 42 avocats généraux, plus 7 avocats généraux référendaires. Et donc, comme je vous l'ai dit, toutes ces personnes, au total, font 550 personnes. Sachant que, en plus du siège et du parquet, on a le SDER, Service de documentation des études et du rapport. Il faut savoir qu'il y a des auditeurs à la Cour de cassation qui font des recherches. Et là aussi, je vous donne le nom, le directeur du SDER, Service de documentation des études et du rapport, c'est Monsieur Sommer, ou Sommet, c'est pareil, je ne sais pas comment on le prononce, S-O-M-M-E-R. Ensuite, on a le greffe de la Cour et le secrétariat du parquet autonome, qui sont dirigés par le directeur du greffe, qui est aujourd'hui, en avril 2021, une directrice du greffe, Madame Annie Riallo, R-I-A-L-L-O-T. Et enfin, on a le bureau de l'aide juridictionnelle, qui est présidé par Monsieur Charruot. Donc si je récapitule, dans la Cour de cassation, on a d'un côté le siège présidé par Chantal Arens et de l'autre côté le parquet général présidé par le procureur général François Molins. On a en plus de ça le SDER, Service de documentation des études et du rapport. On a également le greffe de la Cour et le secrétariat du parquet autonome. Et enfin, on a le bureau de l'aide juridictionnelle. À cela, il faut savoir qu'il y a des avocats en conseil qui sont autonomes et qui sont spécialisés dans la technique de cassation. Il se trouve que la technique de cassation, donc c'est la technique qu'on utilise à la fois dans la Cour de cassation et à la fois au Conseil d'État, donc dans les juridictions suprêmes, est une technique très particulière. Donc il y a des avocats spécialisés intervenant du coup à la fois pour la Cour de cassation et pour le Conseil d'État. Vulgairement, là aussi je vulgarise, hein, mais en gros, ils vont transformer le pourvoi, par exemple, vous allez former un pourvoi devant la Cour de cassation, ils vont transformer votre pourvoi en argument, en moyen. Et donc, ce sont les avocats en conseil spécialisés. Vous pouvez également avoir des expertises par des conseillers en service extraordinaire. Ça peut être des universitaires, mais aussi des avocats qui vont pendant 10 ans apporter une expertise à la Cour de cassation dans un domaine particulier. Donc vous voyez, c'est quand même une grosse machine, hein, la Cour de cassation. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir leur site qui est très bien fait, donc courdecassation.fr, où vous avez une présentation de l'institution. Vous avez également la jurisprudence de la Cour de cassation, les événements, les publications, des infos, également de l'aide juridictionnelle, la charte du justiciable. Vraiment, c'est accessible maintenant grâce à Internet. Vous pouvez vraiment aller voir et voir ce qu'ils publient. Donc, parce que vous pouvez du coup accéder à certaines publications de la Cour, ça c'est important à préciser. Concernant le premier président, qui est, comme je vous l'ai dit, une première présidente, Chantal Arens actuellement en tout cas, je vais préciser son rôle parce qu'elle a vraiment un rôle important. Pourquoi ? Parce que le premier président de la Cour de cassation a une fonction juridictionnelle, mais il a aussi une fonction administrative. Je m'explique. La fonction juridictionnelle, c'est qu'il a des pouvoirs propres et il préside la Cour de cassation. La fonction administrative, c'est le fait qu'il va organiser la Cour de cassation et diriger le Conseil supérieur de la magistrature et l'ENM, l'École nationale de la magistrature. Plus précisément, c'est la formation siège du CSM, donc Conseil supérieur de la magistrature, qui est dirigée par le premier président de la Cour de cassation. Il est donc
le premier président de la Cour de cassation, une autorité constitutionnelle en charge de l'indépendance juridictionnelle des fonctions des magistrats du siège. Donc vous voyez, ça tourne tout autour du siège, parce que comme je vous l'ai dit, il faut différencier siège du parquet, et le premier président de la Cour de cassation, c'est au siège, alors que au parquet, c'est le procureur général. Le premier président de la Cour de cassation propose également les chefs des tribunaux et des cours d'appel sur nomination du président de la République, et il s'occupe également de la discipline des magistrats. Comme je vous l'ai dit, il dirige également l'ENM, donc l'École nationale de la magistrature. Je vous rappelle, c'est l'école qui forme les futurs magistrats, mais qui forme aussi les magistrats qui exercent déjà des fonctions. Donc vous voyez le rôle important du premier président de la Cour de cassation, c'est pourquoi je voulais vous le préciser. Ensuite, autre chose à savoir sur la Cour de cassation, petit point historique, d'où ça vient. Alors, sous l'Ancien Régime, ça correspond à peu près, parce que c'était pas exactement fait de la même façon, aux attributions qu'avait le Parlement de Paris, ou alors les attributions qu'avait le Conseil des parties. Le Conseil des parties, c'est une section du Conseil du roi qui avait pour mission d'examiner les décisions de justice rendues par le Parlement. Ensuite, sous la Révolution, il est remplacé par le tribunal de cassation. Donc vous voyez, déjà le terme ressemble un peu plus, en 1790. Et enfin, la Cour de cassation est instituée en 1804, en même temps que le Code civil. Voilà, si ça peut vous aider à retenir, la Cour de cassation est instituée en 1804, en même temps que le Code civil. Donc vous voyez, ça fait longtemps qu'elle existe, donc c'est une institution assez forte. Parlons ensuite des avocats qui sont à la Cour de cassation ou au Conseil d'État, d'ailleurs, qui est la Cour suprême de l'ordre administratif, parce que ce sont des avocats qui ont certaines particularités. Alors, tout d'abord, il y a l'ordre des avocats, donc c'est un ordre qui existe, l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et donc il représente les avocats, vous l'aurez compris, spécialisés de la Cour de cassation ou du Conseil d'État. Et ces avocats sont les successeurs des avocats au Conseil du roi. Ils sont, et ça c'est important à savoir, titulaires d'une office, et une office dont le nombre est fixé par le ministère de la Justice tous les 2 ans. On avait au 1er janvier 2020 125 avocats au total à la Cour de cassation. La nomination de ces avocats est prononcée par arrêté du garde des Sceaux, ça c'est également important à savoir. Et donc l'institution du barreau spécialisé, celui dont je vous parle, qui est ainsi rattaché à la Cour suprême, a été reconnue par les instances européennes comme une nécessité justifiée par le service public de la justice. Ensuite, on va passer à du cours un peu plus juridique, c'est le cas de le dire. Donc j'espère que là vous avez bien compris les bases, qu'est-ce qu'est la Cour de cassation. Et maintenant je vais vous expliquer brièvement la procédure du pourvoi, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Quand vous allez devant la Cour de cassation, on dit que vous formez un pourvoi. Voilà pour les termes juridiques à savoir. Donc comment se passe cette procédure du pourvoi? Alors, concernant les formes et les délais en matière civile, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat, donc les avocats dont je vous ai parlé, un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Sauf en matière de contentieux électoral où là le pourvoi peut être formé par la partie elle-même ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial. Le délai pour former ce pourvoi est de 2 mois. Je pense que les juristes le savent maintenant, mais je le répète, de 2 mois, sauf bien sûr disposition contraire. De 2 mois à partir de quand? À partir de la notification de la décision attaquée. Ça, c'est important à savoir. Donc, quand la décision attaquée est notifiée, à partir de là, le délai commence à courir et vous avez 2 mois. Le pourvoi n'est ouvert que à l'encontre d'une décision rendue en dernier ressort. Sous certaines réserves, il faut en outre qu'elle ait été prononcée sur le fond de l'affaire, ce qui exclut les jugements ordonnant une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. Oui, parce qu'il n'y a pas toutes les affaires qui peuvent aller devant la Cour de cassation.
En matière pénale, donc droit pénal, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu celle-ci, et ce, dans un délai de 5 jours à partir du jour du prononcé. Les arrêts de chambre de l'instruction et les arrêts rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi. Les décisions avant dire droit obéissent à un régime particulier qui, du coup, sous certaines conditions, permet de saisir le président de la chambre criminelle d'une demande d'autorisation d'un pourvoi immédiat. Ça, c'est pour le pénal. En matière civile ou pénale, donc là c'est les deux, civil et pénal, après son enregistrement de l'affaire par le greffe, l'auteur du pourvoi doit, à peine de déchéance, attention, procéder au dépôt d'un mémoire en demande, qu'on appelle mémoire ampliatif. Il comporte l'énoncé des moyens de droit invoqués pour tenter d'obtenir la cassation de la décision attaquée. Donc en gros, c'est l'énoncé des arguments que vous avez pour obtenir la cassation d'une décision que vous estimez infondée. Et il développe du coup les arguments au soutien de ces moyens. Et donc le défendeur peut répondre avec un mémoire en défense. Donc le demandeur, celui qui se forme en pourvoi, celui qui va devant la Cour de cassation, peut faire un mémoire ampliatif. Donc ça, c'est le demandeur, c'est l'auteur du pourvoi. Et le défendeur, c'est celui qui est attaqué, en gros, pour faire simple, peut répondre avec un mémoire en défense. Enfin, concernant la sanction du pourvoi, en cas de rejet du pourvoi, la décision attaquée devient irrévocable. Ça, c'est important à savoir aussi. Donc, lorsqu'une cassation est prononcée, elle peut être soit totale, soit partielle. Si c'est total, la décision attaquée est annulée. Elle ne concerne en principe que le demandeur et le défendeur au pourvoi. Donc, je rappelle là aussi, demandeur, c'est le terme qu'on utilise pour parler de la personne qui va devant la Cour de cassation, donc l'auteur du pourvoi. Et le défendeur, c'est la personne qui est attaquée par le pourvoi, entre guillemets. Je ne sais pas comment vous l'expliquer simplement autrement. Donc, elle ne concerne en principe que le demandeur et le défendeur au pourvoi, mais en matière pénale, la chambre criminelle peut étendre les effets de l'annulation à des parties à la procédure qui ne s'étaient pas pourvues. Pourvues, ça veut dire qui ne se sont pas formées en pourvoi devant la Cour de cassation. Dans la grande majorité des cas, il faut savoir que l'arrêt de cassation renvoie l'affaire devant une juridiction de même nature que celle dont la décision a été cassée. Souvent, il la renvoie devant la cour d'appel, devant une autre cour d'appel, ou devant la même juridiction autrement composée. La juridiction de renvoi n'est pas tenue de se conformer à la solution de l'arrêt de la Cour de cassation, sauf lorsqu'il a été rendu par l'Assemblée plénière. Enfin, la Cour de cassation peut casser sans renvoi, c'est-à-dire soit lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit de nouveau statué sur le fond, soit lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. Dans ces deux cas, la Cour de cassation peut casser sans renvoi. Voilà, après ce petit point de procédure, je vous rappelle que la Cour de cassation est composée de 6 chambres. Ça, c'est important également à savoir. Donc, on a 3 chambres civiles, donc c'est pour ça qu'on dit première chambre civile, deuxième chambre civile, troisième chambre civile. Dans les arrêts, donc les décisions, vous voyez CIV 1, ça veut dire première chambre civile, CIV 2, deuxième chambre civile, CIV 3, troisième chambre civile, d'accord ? Vous avez également une chambre criminelle, donc là, en général, vous l'aurez compris, c'est pour le droit pénal. Une chambre commerciale, économique et financière. Une chambre sociale. Voilà, donc retenez bien ces 6 chambres. Donc 3 chambres civiles, une chambre criminelle, une chambre commerciale, économique et financière et une chambre sociale. Donc 6 chambres. À savoir qu'il y a 2 formations particulières qui sont faites lorsque soit l'affaire pose une question de principe, soit parce qu'il faut juger des cas qui ont donné lieu à des divergences au sein de la jurisprudence. Les chambres ne sont pas d'accord. Dans ce cas-là, il y a 2 formations particulières. L'assemblée plénière, donc la Cour de cassation va se rassembler en assemblée plénière. Et on a également une autre formation
là aussi entre guillemets spéciale, qui est la chambre mixte. Donc là aussi, on dit que la Cour de cassation va se rassembler en chambre mixte. Là, c'est pareil, hein, dans les arrêts qui sont rendus, il y a marqué Assemblée plénière, 3 mai, je sais pas, 2020, etc. Et le numéro de pourvoi ensuite. Alors là aussi, brièvement, ce qu'il faut savoir, donc quand la Cour de cassation est rassemblée en assemblée plénière, c'est en général quand l'affaire pose une question de principe. Donc tous les magistrats sont là, enfin tous les magistrats membres de chaque chambre doivent être présents, plus les présidents et les doyens de chaque chambre, donc des 6 chambres, plus un conseiller de chaque chambre. Donc on a des magistrats des 6 chambres qui sont présents. Donc c'est vraiment la plus grosse formation quand vraiment l'affaire pose une question de principe importante. L'autre formation, en chambre mixte, là c'est plutôt quand l'affaire pose une question concernant soit les attributions que possède une chambre, soit s'il y a des divergences entre les chambres, elles ne sont pas d'accord sur un point. Et dans ce cas-là, donc, c'est présidé par le premier président de la Cour de cassation ou par le plus ancien des présidents de chambre. Et il y a des membres d'au moins 3 chambres. Donc c'est moins gros, c'est moins imposant que l'assemblée plénière, mais toutefois, ça rassemble des membres d'au moins 3 chambres de la Cour de cassation. Voilà les 2 formations particulières non permanentes qui peuvent exister, assemblée plénière et chambre mixte. Ensuite, si vous cherchez des arrêts rendus par la Cour de cassation, sachez que vous pouvez aller sur leur site, comme je vous l'ai dit, courdecassation.fr. Vous pouvez également aller sur Légifrance. Ça, c'est important à savoir. Pour avoir des conseils juridiques, il ne faut pas aller directement devant la Cour de cassation parce qu'elle n'est pas compétente pour dispenser des consultations juridiques, mais il faut aller vers un avocat, donc vous adresser à un avocat. Enfin, autre point important, si vous souhaitez bénéficier de l'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation, je précise, dans ce cas-là, vous devez vous adresser au bureau d'aide juridictionnelle, donc je vous en ai parlé tout à l'heure dans la formation et l'organisation de la Cour de cassation, qui est du coup à Paris, quai de l'Horloge, je vous laisse googler pour le trouver. Et donc l'aide juridictionnelle, vous le savez, est la prise en charge par l'État des frais du procès devant la Cour de cassation. Et je vais terminer par un petit point d'actualité qui est toujours bon à savoir également pour votre culture juridique ou pour les concours. C'est concernant l'intelligence artificielle et la dématérialisation, parce que la Cour de cassation doit s'y mettre comme tout le monde. Donc on parle ici de la dématérialisation des procédures. Et sur l'enjeu de l'open data, la Cour de cassation investit pleinement le champ du numérique, comme à peu près tout le monde. Donc Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation, avait dit en mars 2020, je cite, « La justice doit être accessible et la Cour de cassation s'engage à relever le défi en utilisant les potentialités des technologies appliquées au droit. » Fin de citation de Chantal Arens. En gros, au cours des dernières années, les méthodes de travail et le traitement des procédures ont été vraiment transformée. Donc l'architecture du système d'information et de communication a été complétée pour impliquer l'ensemble des utilisateurs. Et donc aujourd'hui, la procédure du pourvoi en cassation est dématérialisée, c'est important à savoir ça, ce qui permet à la Cour de mieux remplir ses missions de régulation, de contrôle et d'édiction de normes et aussi d'améliorer la qualité du jugement des affaires au service des usagers. Il y a également aujourd'hui une dématérialisation des pièces de procédure, la signature électronique des décisions aussi, ou encore l'accès aux bases de données jurisprudentielles, donc c'est-à-dire pour voir la jurisprudence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, Légifrance, sur Google, vous tapez Légifrance et vous pouvez avoir accès à la jurisprudence rendue par la Cour de cassation. Pour ceux qui ne font pas du droit, jurisprudence rendue par la Cour de cassation égale arrêt rendu par la Cour de cassation égale encore plus simplement les décisions que la Cour de cassation rend. Et je vais finir ce podcast avec un article qu'on cite souvent concernant la Cour de cassation. Il y a pour toute la République
une cour de cassation et c'est l'article L411-1 du Code de l'organisation judiciaire. J'espère que ce podcast vous aura permis d'en apprendre sur la Cour de cassation ou alors d'éveiller votre curiosité. Je vous encourage à aller chercher sur le net car nous avons cette chance en tout cas d'avoir accès à Internet contrairement à nos parents ou nos grands-parents. Je ferai d'autres podcasts concernant la culture juridique sur vraiment des sujets très différents pour que ça reste vivant et intéressant. Bon travail!